Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR de l'horreur. Et ce soir nous allons parler de Michel Fourniret. C'est une affaire assez récente puisque Michel Fourniret est décédé en 2021, donc il y a tout juste un an. C'est différent de ce que j'ai traité jusqu'à présent puisque c'était généralement des tueurs en série, criminels dans les années 1980-90, mais je me suis dit pourquoi pas celui-là. Voilà. Michel Fourniret est né le 4 avril 1942 à Sedan et il vient d'un milieu ouvrier. On n'a pas beaucoup d'informations sur son enfance ou sur son adolescence. Il caractérise sa mère comme une femme très caractérielle. D'ailleurs, lors de ses interrogatoires et des études psychologiques qui ont été faites sur lui, il a décrit son enfance et sa mère comme dans le roman La vipère au poing. Ce qui est marrant, c'est que je possède ce livre dans ma bibliothèque. J'ai dû le lire pour mon entrée en seconde. C'est un livre de Hervé Bazin. Et dans ce roman, qui est en quelque sorte autobiographique, Hervé Bazin décrit sa mère comme quelqu'un de très froid, de très colérique également, qui n'hésitait pas à le châtier physiquement. Je me souviens avoir beaucoup aimé ce livre et surtout le style d'écriture. Ça m'a fait bizarre de savoir que j'avais ce livre dans ma bibliothèque, mais voilà, c'est un livre sympa si vous voulez le lire. Il n'est pas très épais. Moi j'ai une version qui a été imprimée en 2011, donc elle a 11 ans. Peut-être qu'il y a des nouvelles versions entre temps qui ont été éditées, mais voilà, fun fact, j'ai ce livre dans ma bibliothèque. Durant son interrogatoire et les études psychologiques qui ont été faites sur lui, il aurait admis qu'il avait été victime d'inceste par sa mère de l'âge de 4 ans jusqu'à peu près 6 ans et qu'elle prenait Michel comme un objet sexuel. Alors savoir que Michel Fourniret a une grande sœur et un grand frère, Huguette et André, voilà. Ils ont tous les deux nié ces propos tenus par Michel, disant qu'ils n'étaient pas du tout fondés et qu'ils n'avaient jamais été témoins de ce genre de scène entre Michel et sa mère. On ne saura jamais si c'était vrai ou pas, puisque ça a pu se faire loin des regards de son frère et de sa sœur, mais en tout cas lui maintient cette version, ce qui pourrait peut-être expliquer la suite des événements. Voilà. Il est décrit par ses camarades comme quelqu'un de fourbe, un voleur de stylos, ce qui m'a fait beaucoup rire, de portefeuilles et de livres. À part ça, malheureusement, on n'a pas d'autres informations sur son enfance et son adolescence. Il n'y a pas eu de rapport de cas de violence, en quelque sorte, ou de cruauté. Être fourbe, c'est pas forcément top, mais bon, à l'enfance et l'adolescence, on se cherche un peu, on teste un peu les limites, et bon, voler des stylos, des portefeuilles, des livres, je dis pas qu'on l'a tous fait, mais ça ressemble plus à des bêtises d'enfants ou d'adolescents plutôt qu'à du grand banditisme, quoi. C'est un passionné d'échecs et de littérature. Il est décrit comme quelqu'un de très cultivé et très intelligent, bien que une écrivaine, alors j'ai plus le nom de la personne et je l'ai pas écrit, dit que non, en fait, il n'était pas intelligent parce que sinon il se serait pas fait coincer. Voilà, enfin bon. Il va servir dans les forces de l'air en Algérie, arrivé à l'âge adulte, mais il finira ensuite par se retourner
vers des métiers plus techniques, de la menuiserie principalement. Il se marie en 1964 à sa première femme, Annette, avec laquelle il aura son premier enfant. En 1967, il va être arrêté une première fois et condamné pour agression sur mineur. Bien évidemment, sa femme va demander le divorce. Et en 1970, une fois qu'il est sorti de prison, il va se remarier à Nicole, avec laquelle il aura un fils puis des jumelles. Donc c'est un papa déjà de 4 enfants. Entre 1966 et 1973, il va être condamné pour fait de voyeurisme et de violence. Puis ensuite il sera incarcéré le 25 mars 1984 pour une dizaine de faits d'agression et de viol sur mineurs. Donc on voit vraiment que malgré une enfance et adolescence potentiellement relativement calme, c'est à l'âge adulte que quelque chose va snapper en quelque sorte et qu'il va, malgré une vie de famille établie et un emploi, s'adonner à des crimes finalement. Il est condamné le 26 juin 1987 à 7 ans de prison, dont 2 avec sursis, et bien évidemment, entre-temps, sa seconde femme, Nicole, va le divorcer. Maintenant, on va parler de Monique Olivier, qui était sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Leur rencontre est assez particulière, à vrai dire. Durant son incarcération, donc celle de 1987, il va poster une annonce dans laquelle il écrit « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». Et la personne qui va répondre à cette annonce est Monique Olivier. Monique et Michel vont se rencontrer donc en prison, elle lui rendra visite plus d'une fois et lorsqu'il sortira de prison, ils vont immédiatement emménager ensemble. Alors qui est Monique Olivier ? Monique Olivier est née le 3 octobre 1948 à Tours. Elle-même séparée et elle a également 2 garçons. J'ai pas réussi à trouver si durant son mariage avec Michel, elle est restée en contact avec ses garçons et je pense que de toute façon, au vu des faits par la suite, les médias et je pense que tout simplement la société a voulu protéger ces 2 garçons quand même parce que ils avaient rien fait de mal, tout comme ils ont protégé Annette et son fils et Nicole, son fils et les jumelles. Elle épouse Michel le 28 juillet 1989 et ils ont un fils ensemble. J'ai trouvé le nom du fils et vous pourrez probablement le trouver sur internet. Je l'ai écrit sur papier mais en y réfléchissant je préfère pas le dire parce que voilà, je pense que c'est une victime parmi tant d'autres des faits commis par son père mais aussi par sa mère puisqu'elle deviendra tout simplement la complice de ces crimes. Maintenant j'ai sous les yeux la liste des meurtres qui ont été avoués par Michel Fourniret. On lui en attribue beaucoup plus même si on n'a pas de preuves tangibles qui pointent vers lui. Malheureusement quand on prend la zone géographique dans laquelle il a commis ses crimes et les disparitions qui ont été recensées, surtout de jeunes femmes, on a des doutes, mais encore à aujourd'hui, on n'a aucune preuve, mais principalement on n'a jamais retrouvé le corps de ces jeunes femmes. Donc je vais lister que celles qui ont été avouées les meurtres qui ont été avoués par Michel Fourniret, mais il y en a probablement beaucoup d'autres. Donc le premier c'est Isabelle Laville, 17 ans. Elle a été enlevée le 11 décembre 1987 alors qu'elle revenait du collège. Son corps est retrouvé en juillet 2006, donc 19 ans plus tard. Je préfère vous prévenir, autant dans certains cas on a retrouvé les corps grâce à Michel Fourniret qui a fini par cracher le morceau, mais ça a été presque 20 ans plus tard et je me mets à la place de la famille qui, du jour au lendemain, a vu cette personne, cet enfant, cette amie, cette fille, cousine, sœur disparaître, ne plus avoir de nouvelles et en fait s'imaginer n'importe quel scénario et finalement presque 20 ans plus tard, voire des fois plus de 20 ans plus tard, on comprend enfin ce qui s'est passé. Ça doit être très dur. Ensuite, Farida Amish. Alors Farida Amish était la femme d'un codétenu de Michel Fourniret.
Et en fait, ce codétenu aurait, durant son incarcération avec Michel, avoué qu'il avait mis la main sur un gros paquet d'argent qu'il avait enseveli quelque part. Et Michel Fourniret a tout simplement assassiné sa femme de 31 ans. Elle avait disparu le 12 avril 1988. Le corps n'a pas été retrouvé, mais il a avoué ce meurtre tout simplement pour mettre la main sur le magot. Il a réussi à le faire et il s'est acheté une grande propriété. Mais voilà, l'amitié, c'est pas quelque chose qui est important pour lui, je pense, sinon il n'aurait pas tué la femme de son codétenu. Marie-Angèle Domès, 19 ans, elle avait disparu le 8 juillet 1988. Il avoue le meurtre uniquement en 2018, mais le corps a jamais été retrouvé. Donc 88, 98, 2008, 2018, 30 ans plus tard. C'est-à-dire que, bon, peut-être qu'à 19 ans, elle n'avait pas d'enfant, mais sa famille entière, ses amis sont restés dans le flou pendant 30 ans jusqu'à ce qu'il se décide enfin à cracher le morceau à un âge assez avancé et à quelques années de sa mort. C'est horrible. Florence Leroy de 20 ans, disparue le 3 août 1988, dont le corps est retrouvé dans les bois. Elle a été violée et tuée par balle. Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans, disparue le 18 mars 1989. Son corps est retrouvé sur la propriété de Michel Fourniret en juillet 2004. Elisabeth Brichet, 12 ans, disparue le 20 décembre 1989. Après l'avoir violée, il la tuera 36 heures plus tard chez lui, donc il l'a gardée captive finalement. Et le corps est retrouvé en juillet 2004. Johanna Parish, qui est une Britannique de 20 ans, donc elle n'était même pas dans son pays d'origine, retrouvée le 17 mai 1990 dans une rivière après avoir été violée, battue et étranglée. Il avoue le meurtre en juillet 2018, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on a retrouvé le corps. Mais il a toujours nié, finalement. Et malheureusement, il n'y avait pas assez d'évidence. Je pense que le fait que le corps soit resté dans l'eau assez longtemps, ça a dû effacer tout ce qui est empreinte. Mais il a fini par cracher le morceau. Encore une fois, 28 ans, en fait, après les faits. Donc pendant 28 ans, sa famille est restée dans le flou. Natacha Danet, 13 ans, disparue le 24 novembre 1990. J'ai pas trouvé d'indication si on avait retrouvé le corps ou pas, ou s'il avait avoué. J'ai pas trouvé d'indication. Céline Saison, 18 ans, disparue le 16 mai 2000. Son corps est retrouvé en juillet 2000. Manania Thumpong, elle est d'origine thaïlandaise, cette jeune femme, je suis désolée si j'écorce le nom de famille. 13 ans, disparue le 5 mai 2001. Ses ossements ont été retrouvés en mars 2002. Et assez récemment, c'est une histoire qui a ému la France. Alors, je parle de meurtriers, de tueurs en série, mais j'avoue ne pas me sentir prête à faire des vidéos dédiées sur des disparitions d'une seule personne. Mais si vous avez suivi quand même pas mal les informations, c'est la petite Estelle Mouzin de 9 ans qui avait disparu le 9 janvier 2003. Et c'est une histoire qui a vachement ému la France et la Belgique aussi. On l'a cherché partout, on a essayé de comprendre ce qui est passé et c'était un peu le crime parfait puisque jamais personne n'avait réussi à ne serait-ce qu'avoir un suspect. Il y en avait toujours plusieurs et il y avait toujours quelque chose qui allait pas en fait dans l'enquête. Et ben en fait il a fini par avouer le meurtre le 6 mars 2020, mais son corps a jamais été retrouvé. C'est-à-dire que cette fillette, pendant 17 ans, ses parents l'ont cherchée. Cette fillette, tout le monde a vu son visage à travers la France. Ça passait aux informations, il y avait des posts sur Facebook, partout en fait pour la retrouver. Personne ne l'a jamais retrouvée pour que finalement en 2020 il crache enfin le morceau, ce qui a permis aux parents, je pense, d'avoir un sentiment de, je dirais pas de soulagement parce que mine de rien leur enfant ils la reverront jamais et elle est définitivement morte,
bien évidemment on n'a pas retrouvé le corps, donc il ne peut pas y avoir une clôture finale de toute cette histoire. Ils n'ont pas pu faire des funérailles à proprement parler à leur fille. Mais 17 ans après, il a enfin craché le morceau et dire bah oui, c'était moi. Il y a eu énormément de suspects qui ont été pointés du doigt, jusqu'à ce que ça tombe sur Michel Fourniret qui a tout nié en bloc, sa femme a tout nié en bloc. Et finalement, ils ont fini par cracher le morceau, quoi. Voilà. Donc ça, ce sont les victimes qui ont été... les meurtres avoués par Michel Fourniret et par sa femme qui a corroboré plus ou moins les histoires. Mais il y en aurait potentiellement plus. Et on voit que de 87 jusqu'à 2003, sa dernière victime, c'est quand même une plage énorme. C'est énorme en fait, comme plage de crimes tout simplement, sachant que auparavant il avait été condamné pour voyeurisme, viol. Mais on est en droit de se demander en fait pourquoi on l'a jamais arrêté, pourquoi il s'est jamais fait pincer. Tout d'abord, les affaires n'ont jamais été reliées entre elles. Si vous regardez, les profils sont complètement différents. On a 17 ans, 31 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, 12 ans. On a une Britannique de 20 ans, ensuite 13 ans, 18 ans, 13 ans, 9 ans. C'est compliqué de pouvoir relier les affaires entre elles quand on a une partie des victimes qui sont mineures. Donc malheureusement, on pense à un pédophile, en fait, un pédophile meurtrier. Mais on a aussi des jeunes femmes qui sont 18 ans et plus, donc considérées comme adultes. Les profils étaient complètement différents, les profils des victimes étaient complètement différents, elles ne se ressemblaient pas physiquement. Il y avait une Britannique, une jeune femme qui était d'origine thaïlandaise également, donc il n'y avait rien qui reliait les affaires entre elles, mais c'est pas tout. Les crimes ont été commis des deux côtés de la frontière franco-belge. Il y a des crimes qui ont été commis en Belgique, des crimes qui ont été commis en France, et même en France, les villes sont assez éparpillées. Donc c'est compliqué de mettre ça sur le dos d'une seule et même personne finalement. Un autre point qui est important de souligner, c'est que Michel Fourniret tuait de différentes façons. Il n'avait pas un mode opératoire. C'est pour ça que comment on appelle ça, le titre tueur en série ne lui sied pas totalement, puisqu'un tueur en série va tuer à chaque fois de la même façon et ça va être un peu sa signature. C'est grossier de dire ça, mais là c'était pas le cas pour Michel Fourniret. Ce qui a également beaucoup ralenti l'enquête, c'est que certains des meurtres et des disparitions au vu de la géographie et du mode opératoire ont été attribués à d'autres meurtriers français. Marc Dutroux, Émile Louis, on a Francis Holm, Pierre Chanal. Et c'est là où je me pose la question, c'est à quel point Michel Fourniret n'aurait-il pas, parce qu'il tuait de façon différente à chaque fois, ma question c'est, est-ce qu'il aurait été assez intelligent pour mimiquer le mode opératoire de ces meurtriers-là, pour justement ne pas se faire attraper et qu'on ne lui mette pas ses meurtres sur le dos? C'est une question que je me suis réellement posée parce que alors, je n'applaudis bien évidemment absolument pas ce qu'il a fait, mais ce serait pas le premier à l'avoir fait. Et c'est quelque chose d'assez cruel, certes, mais intelligent. On s'entend, je condamne tout à fait ce qu'il a fait, parfaitement ce qu'il a fait, c'est horrible. Mais c'est pour ça que quand la femme a écrit cet article ou ce livre en disant enfin, il n'est pas intelligent s'il ne se serait pas fait avoir, je me demande si justement il n'a pas mimiqué, reproduit le mode opératoire de ces tueurs là pour justement que ces crimes ne lui soient pas imputés finalement. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de meurtres qui ont été commis, mais bien évidemment il les avouera pas tous, tout simplement parce que déjà il est mort maintenant, mais surtout c'est que bon, la peine c'était déjà perpétuité, alors qu'est-ce qu'il en avait à faire? Et puis c'est sadique de torturer d'autres familles qui ont vu leur fille disparaître et qui savent aujourd'hui toujours pas ce qui s'est passé, qui peut-être ne le sauront jamais à moins que Monique crache le morceau, mais je suis pas sûre. Je pense qu'il y a beaucoup plus de meurtres que ça, vraiment. Déjà pour Estelle Mazin, il y a plein de personnes qui
qui ont été accusés. Il me semble même, alors vous me direz si j'ai tort ou pas, qu'il y a un homme qui était accusé, presque tout pointé vers lui. Il était envoyé en prison et il s'est suicidé en prison, toujours en clamant son innocence. Il me semble, hein. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble avoir entendu ça. Alors, intox, info, voilà. Mais en fait, c'est là où je trouve que bah si, quand t'as dit il est pas intelligent, si, je pense qu'il était intelligent. Et c'est ça le pire. Parce que quand ce sont des personnes qui ont un problème psychologique ou qui font ça sur le coup d'une pulsion, ils réfléchissent pas. Et malheureusement pour les victimes et heureusement pour la police, c'est plus facile de les identifier. Là, je pense que c'était calculé et on m'enlèvera pas de la tête qu'il avait exprès de mimiquer et de reproduire le modus opératoire d'autres tueurs pour que ces meurtres-là leur soient mis sur le dos et que lui soit sauf de toute accusation. Et ce qui amène au dernier point du pourquoi, en fait, il a jamais été arrêté ou pourquoi ça a mis autant de temps. Il se faisait très bien voir par les personnes qui l'entouraient, par les personnes de sa communauté. Il vivait dans sa maison tranquille avec sa femme, avec leur fils. Il présentait propre sur eux, mais pas trop pour pas soulever de soupçons. Il travaillait et il faisait des petits boulots de menuiserie dans la ville où il se faisait payer aux blagues. Donc il était arrangeant envers les propriétaires, envers ses clients. Quand toute l'affaire est tombée, des personnes entières se disaient mais je l'ai invité chez moi à boire le café, il est venu chez moi, il a réparé ça, il était gentil, c'était pas forcément quelqu'un d'ultra sociable mais il savait entretenir une conversation et puis il était cultivé. Et c'est bête à dire mais ils avaient du mal à croire que quelqu'un de cultivé qui joue aux échecs, qui aime la littérature, qui avait de la conversation, qui avait de la culture, qui était intelligent puisse en arriver à là. Mais je me dis que c'est un peu le Ted Bundy français en fait. Personne ne l'aurait soupçonné. Personne en fait. Et quand toute cette affaire est tombée, les gens, des centaines de gens sont tombés des nues en témoignant en disant mais jamais on aurait cru, pas lui. Une belle petite maison, sa femme était femme au foyer, enfin voilà, il présentait bien, c'était monsieur et madame tout le monde et ils étaient agréables avec tout le monde. C'est pour ça que je pense que si, en fait, il était très intelligent et on m'ôtera pas de la tête qu'il savait exactement ce qu'il faisait et justement c'est ressorti dans son rapport psychologique. Quelque chose qui est ressorti, c'est que c'était fondamentalement quelqu'un de mauvais et dénué en fait de tout sentiment humain. Il avait un détachement total pour la vie humaine et je pense que ça va assez bien avec malheureusement les crimes qu'il a commis puisque s'il tenait vraiment à la vie humaine, il n'en arriverait pas à ôter une vie tout simplement. En 1987, il y a déjà un premier rapport psychologique qui a été édité où il était décrit comme quelqu'un de dangereux et obnubilé par le fantasme de la virginité chez ses victimes. Alors, dans des cas extrêmes, ça donne ça. Malheureusement, des jeunes filles, même pas adultes, qui disparaissent et finissent tuées. Mais le fantasme de la virginité, ça existe sur plusieurs aspects. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué, en fait, comme façon de penser. À l'échelle dite normale, c'est un homme ou une femme qui ne souhaite pas s'établir dans la vie avec quelqu'un qui a déjà eu des rapports avec un homme ou une femme. Voilà, c'est être vierge, être pur. C'est vraiment ce fantasme de la pureté. Et ça existe dans beaucoup de religions, que ce soit le christianisme, que ce soit dans la religion musulmane, ça existe encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui entretiennent cet idéal de la femme ou l'homme vierge au moment du mariage et ils ne se seront connus que eux. Pourquoi pas? C'est pas ma façon de penser, mais pourquoi pas? Mais dans des cas extrêmes, on en arrive à là. Et je pense que sa fascination aller au-delà, c'est-à-dire que ces jeunes femmes, malheureusement, ces jeunes filles, plutôt ces enfants, Estelle Mouzin avec 9 ans, c'était une enfant, il leur a ôté leur virginité, voilà. Mais afin d'être sûr que il soit leur seul, je pense que c'est là où ensuite il y a eu meurtre. C'est de dire, tu vas pas mourir en vierge, je vais ôter ta virginité, mais je vais
je vais faire en sorte que personne d'autre, en fait, que tu ne connaisses personne d'autre après moi, d'où ensuite le meurtre. C'est ma façon de penser, j'ai pas vu écrit ça noir sur blanc, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que son fantasme et son obnubilation pour le fantasme de la virginité allait jusqu'au point de dire je vais t'ôter ta virginité, tu es pure, tu représentes ce que j'aime, mais je vais faire en sorte qu'après plus personne ne puisse te toucher, l'extrême étant le meurtre, malheureusement. Durant les séances avec un psychiatre, il a également été noté que c'était pas un tueur compulsif. Et la preuve qui était donnée, c'est que la plupart du temps, il trouvait la cachette ou il creusait le trou dans lequel il allait enfouir le corps de sa victime avant même d'avoir la victime. C'est-à-dire qu'il se disait ce soir, je sens que j'ai envie de commettre un crime, je vais creuser mon trou dans le jardin, le trou est prêt, et ensuite je vais chercher ma victime. Et la façon dont il repérait lui et sa femme les victimes était assez particulière. Une des victimes, je me souviens plus laquelle, c'était sur le parking d'un carrefour. Je crois que Monique avait fait semblant d'être enceinte. Et ils avaient interpellé la femme en disant « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous raccompagner chez nous ou à l'hôpital, je sais plus où je veux l'emmener. Parce que voilà, ma femme se sent pas bien, elle est enceinte, s'il vous plaît. » Et forcément, il n'y a personne qui va dire non. Soyons honnêtes. Moi, la première, j'aurais pu être une victime de... J'aurais pu une de ces victimes. Me demandez pas pourquoi ils n'ont pas appelé les gens, j'en sais rien. Mais la jeune fille pleine de bonté devant une femme enceinte, donc qui porte la vie, qui se sent pas bien, c'est le côté maternel qui est touché, le côté vraiment, c'est une maman avec un bébé à l'intérieur d'elle, et malheureusement c'est comme ça qu'elle s'est fait avoir. Donc c'était même pas du stalking, c'est-à-dire qu'il suivait pas sa victime pendant 3-4 jours pour étudier son planning, savoir à quelle heure elle quittait la maison, à quelle heure elle rentrait du travail ou de l'école, quelle route elle empruntait, est-ce qu'elle était accompagnée ou pas, à quelle heure rentraient les parents, la famille. Non. C'était pas prémédité. Sauf pour la tombe ou l'endroit où il savait où il allait déposer le corps. C'est assez incroyable, surtout quand un autre psychiatre a finalement décrit Michel en disant il est capable d'une extrême violence sans connotation sexuelle. C'est-à-dire que le sexe pour certaines de ses victimes n'était même pas envisagé à la base. Il avait juste besoin d'être violent. Il avait juste cette rage en lui sans connotation sexuelle. Donc l'acte même de faire du mal ne lui procurait pas de plaisir sexuel. Il devait être content de faire du mal, je présume, mais ça ne l'excitait pas. Dans beaucoup de cas de tueurs en série, ça provoquait des érections chez les hommes, en fait, d'être sur le point de tuer quelqu'un, d'être en train de tuer quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de victimes de tueurs en série qui sont violées post-mortem. Parce que l'excitation a été à son maximum, la victime est morte, on relâche la pression. Voilà. Parlons de la condamnation. Michel Fourniret est le 3e condamné à la perpétuité réelle, après Pierre Baudin et Christian Beaulieu. Pourquoi perpétuité réelle? Parce que, si je ne me trompe pas, en France, la perpétuité c'est 22 ans, je crois. 22 ans. Ce qui n'est pas une perpétuité. Si vous êtes arrêté à l'âge de 22 ans et que vous faites 22 ans de prison sous à la perpétuité, vous en ressortez à 44 ans, complètement capable de recommettre les mêmes crimes qui vous ont fait arriver en prison quand vous avez de 22 ans, quoi. La perpétuité réelle, c'est-à-dire c'est vraiment jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. La perpétuité réelle est en fait aménageable en France à partir de 30 ans de prison et après l'expertise de 3 psychiatres. Dans le cas de Michel Fourniret, sa seule chance de libération en 2030 aurait été soit pour cause de santé ou en fin de vie due à l'incompatibilité de son état de santé et du milieu carcéral. Donc en 2030, potentiellement,
il y aurait pu avoir un aménagement. Alors ça aurait pu être de retour chez lui mais avec un bracelet et sous surveillance médicale, parce qu'encore une fois c'est vraiment en cas de problème de santé. Voilà, c'est si en 2030 il aurait été jugé complètement capable de rester dans le milieu carcéral, il y serait resté. Bon, il n'a pas vécu jusqu'à là, puisque le 10 mai 2021, il a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire et problèmes cardiaques, et il est finalement mort à l'âge de 79 ans. Pour ce qui est de Monique, elle est toujours en vie aujourd'hui. Elle a été mise je ne sais pas combien de fois en examen, elle a été entendue je ne sais pas combien de fois par la police, elle a eu je ne sais pas combien de rapports psychiatriques, psychologiques qui ont été faits sur elle. C'est une complice. Maintenant, c'est difficile de juger si elle était complice parce qu'elle était atteinte des mêmes vices que son mari, ou parce qu'elle avait peur de lui. Elle change de version assez souvent. Pour Estelle Mouzin, elle a une fois confirmé que son mari était bien le tueur de Estelle Mouzin, puis ensuite elle est revenue sur ses propos et elle a fait ça sur beaucoup de victimes. Malheureusement, de Michel Fourniret, à moins d'avoir une table de Ouija, on ne saura jamais toute la vérité et on n'aura jamais réellement l'étendue des dégâts qu'il a causés, des meurtres qu'il a effectués. Il reste une petite chance pour Monique qu'elle finisse par cracher le morceau, même si honnêtement je n'y crois pas. Je pense que tout comme son mari, elle emmènera une sacrée partie des secrets dans sa tombe, ce qui est excessivement triste pour les familles des disparus qui les cherchent encore, qui ont peut-être encore un peu d'espoir. Je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est que moi je suis quelqu'un, je ne crois que ce que je vois dans la plupart des situations. Je ne crois pas aux fantômes. Maintenant, si demain un fantôme apparaît devant moi, voilà, je vais y croire. Mais s'il y a beaucoup de familles qui sont comme moi, qui disent ok, notre enfant a disparu, mais tant qu'on m'apportera pas ses ossements, je ne croirai pas qu'elle est morte, j'aurai toujours un peu d'espoir. Ces personnes-là, ça se trouve, vont à leur tour mourir de vieillage, en fait, et n'auront jamais la vérité. Et je pense que c'est ça le plus compliqué. Même si la vérité est dure à avaler, pour Estelle Mouzin, par exemple, ses parents ont été interviewés et ça leur enlèvera jamais le chagrin et le manque de leur vie, c'est sûr. Mais maintenant, ils savent. Ils savent ce qui s'est passé. Ils peuvent essayer d'aller de l'avant, même si encore une fois, il n'y a pas eu vraiment de clôture, puisqu'ils n'ont pas enterré leur fille. Elle n'a pas eu le droit à des funérailles. Il y a des recueillements qui ont été faits. Et il me semble en fait que s'il y a eu des funérailles, mais enfin, elle n'était pas là, quoi. C'était pas leur fille qu'ils enterraient, c'était un cercueil vide. Et ça, c'est compliqué. Mais je pense que c'est ça le plus compliqué et le plus dur surtout, c'est de se dire que Michel Fourniret est mort en emportant beaucoup de ses secrets, je pense, énormément dans sa tombe. Mais sa femme, Monique, n'a pas l'air de vouloir plus parler. Et malheureusement, si elle ne finit pas par parler et avouer en fait tout ce dont elle se souvient, tout ce qu'elle sait, quand elle va partir, il y aura énormément de familles qui ne sauront jamais ce qui est arrivé à leur fille. Et je pense que c'est ça le plus triste dans cette histoire. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous me les demandez beaucoup, les vidéos SMR de l'horreur. J'en fais moins en ce moment parce que j'essaie d'en réserver un maximum pour octobre. C'est la période d'Halloween. Je me suis dit que je vais peut-être pas consacrer un mois entier sur les ASMR de l'horreur, mais plus de vidéos en octobre pour aller avec ce mood Halloween. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Ciao.